Lucie sous la lune, c'est mon premier roman graphique complet publié. Et c'est un récit initiatique qui se passe pendant une colonie de vacances. Et c'est une ado qui a 13 ans, qui n'a pas du tout envie d'aller en colonie de vacances et qui est envoyée contre son gré par son père. Et qui est assez largement décidée à ne pas s'amuser et à ne pas se faire d'amis. Et on va dire que ses plans sont contrecarrés quand elle rencontre une autre adolescente qui vient vers elle et qui l'emmène tous les soirs dans la forêt avec elle et qui lui fait découvrir le tarot ou des choses qu'elle connaissait pas jusque-là. C'est à la fois un récit initiatique et une histoire d'amour queer en colonie de vacances entre deux adolescentes. Le personnage de Lucie, en fait, on me demande souvent si l'histoire est autobiographique. Et elle l'est pas dans la mesure où moi j'ai jamais eu ce genre d'expérience en colonie de vacances. J'ai eu des expériences plutôt de merde en colonie de vacances. Et Lucie, c'est disons une version poussée à son extrême de ce que j'ai pu être quand j'étais ado. Donc une sorte de façade de cynisme, une impression qu'être être cynique et être désabusé, c'est être adulte. Une manière d'utiliser la littérature, non pas pour se sentir connecté au monde, mais plutôt pour faire écran de fumée et s'échapper des interactions sociales immédiates, on va dire. Mais à côté de ça, le personnage de Mona, c'est aussi une version poussée à son extrême de choses que j'ai pu être un petit peu plus tard dans mon adolescence, donc de choses qui m'ont intéressée par la suite, comme le tarot, les cartes. La rencontre des deux, c'est un peu une rencontre entre euh, un moi plus jeune et un moi plus récent, et la manière dont ils peuvent communiquer et les choses que mutuellement ils peuvent s'apporter. Parce qu'il y a des manques des deux côtés, que ce soit du côté de Lucie qui fuit le contact social, ou de Mona qui elle-même, comment dire, connaît des outils de connexion au monde comme le tarot, les propriétés des plantes, etc. Mais en a été déconnectée par un deuil qu'elle a vécu. Disons que le personnage de Lucie, je pense, malgré le fait que ce soit la protagoniste, va pas être la plus appréciable au début du bouquin. Elle est extrêmement antipathique. Et progressivement, on comprend un petit peu mieux quelles sont les choses qui la poussent à agir comme ça, de manière assez infecte avec les gens de son âge. Le personnage de Mona, pour moi, est le plus intéressant à dessiner, parce que c'est un personnage qui a des caractéristiques visuelles super fortes par rapport à Lucie. Ensuite, il y a le personnage de Capucine qui était vraiment important dans l'écriture de la BD, qui est important pour moi, parce qu'en gros, Capucine, qui est ce personnage très enfantin, qui doit avoir peut-être un an ou deux de moins que Lucie, mais il y a un fossé entre elles au niveau du comportement et de la maturité ressentie du moins. Le personnage de Capucine est super important dans l'histoire parce que c'est le contrepoint de Lucie, c'est tout ce que Lucie ne veut pas être, c'est-à-dire que c'est une enfant, et c'est quelqu'un qui accepte d'être une enfant, et la réconciliation, on va dire, finale entre Lucie et Capucine, c'est aussi la réconciliation de Lucie avec son propre âge en fait, parce que c'est comme ça, récit initiatique, la question c'est celle du passage de l'immaturité à la maturité, et là je voulais faire un peu un récit initiatique à l'envers, dans la mesure où au lieu d'un passage de l'immaturité à la maturité, c'est plutôt un personnage qui se rend compte que c'est spécifique particulièrement et exactement en se laissant aller à des expériences de surprise et de joie qu'elle considère comme enfantines, qu'en fait elle peut créer un réel contact avec les gens autour d'elle. Donc c'est le fait d'accepter d'être une enfant finalement, plutôt qu'un passage à l'âge adulte. J'ai grandi dans le sud-est, pas trop loin de Marseille, et j'ai eu l'habitude de grandir dans des pinèdes. Donc voilà, la forêt dans laquelle évoluent Lucie et Mona la nuit, c'est vraiment les forêts les pinèdes que j'ai connues quand j'étais enfant et ado. Et puis il y a un lieu extrêmement important dans la bande dessinée, qui est au milieu de la pinède. Il y a une maison, pas exactement en ruine, mais plutôt dont la construction n'a jamais été finie.
donc qui n'a pas de toit ou de fenêtre. Et c'est un lieu que les gens qui viennent de la même ville que moi ont peut-être déjà vu, qui se trouve dans une pinède pas très loin de là où habite ma famille. Et ça devient un lieu extrêmement important et extrêmement symboliquement fort dans la bande dessinée, puisque l'idée de quelque chose qui reste là mais qui n'est pas fini, c'est à la fois une métaphore du deuil qu'a vécu un des personnages et de la vie vécue qui reste là malgré le fait qu'elle n'est pas terminée. Et c'est aussi une métaphore de l'adolescence, tout simplement, de l'idée de la construction, du processus de construction. Et ça fait aussi directement écho au questionnement de Lucie qui se demande dans la bande dessinée si ce sera plus simple après, si ce sera plus facile après, si ça vaut pas le coup d'arrêter maintenant. Non seulement elle trouve une réponse à ces questions-là à la fin de la bande dessinée, mais en plus l'image de la maison pas finie devient une source de réconfort pour Mona, qui arrive à voir la beauté d'une vie pas finie mais toujours présente. Dans Lucie sous la lune, Mona pratique la cartomancie, donc tire les cartes de tarot. C'est une découverte pour Lucie qui jusque-là ne connaissait pas cet outil. C'est clairement lié à ma propre pratique de la cartomancie. Moi ça doit faire 5 ou 6 ans que je tire les cartes. Et je trouve que la cartomancie, notamment le tarot, ça a des liens assez évidents avec la bande dessinée. C'est-à-dire que de la même manière qu'une seule case ne fait pas bande dessinée, connaître le sens individuel des cartes ne fait pas un bon lecteur de cartes. Parce que c'est la mise en lien et en narration des cartes qui sortent au moment du tirage, qui fait temporalité, qui fait narration et qui fait support identificatoire pour la personne à qui on tire les cartes. Donc en gros, il n'y a pas besoin de dons magiques, seulement de dons narratifs, on va dire. Et c'est ce que propose Mona à Lucie finalement, c'est un support identificatoire que sont les cartes. Et évidemment, les cartes qui sont choisies dans les tirages qui apparaissent dans la bande dessinée sont assez... sont choisis de manière consciente, c'est-à-dire qu'il me semble qu'au début, alors une des cartes qui est les plus importantes, c'est la carte de la lune, le titre c'est Lucie sous la lune. La lune, c'est la carte de l'inconscient, du sous-jacent, des illusions, des rêves, et il y a un caractère aussi onirique dans cette bande dessinée, puisqu'il y a des moments rêvés qui apparaissent plusieurs fois à la fin des nuits que Lucie passe avec Mona. Il y a la carte de la Maison Dieu, qui est une carte qui représente une tour qui est en train d'être foudroyée. Et c'est la carte des illusions détruites, mais ce sont des croyances assez structurelles qui sont détruites, donc ça peut être assez chaotique et vécu comme un désastre par la personne qui vit ça. Et c'est ce qui arrive à Lucie, c'est-à-dire que toute la manière dont elle avait construit sa manière de se présenter aux autres ou d'éviter les autres est remise en question par Mona. Et il y a un deuxième jeu de cartes qui apparaît dans la bande dessinée, c'est le jeu des loups-garous. C'est pas un jeu de cartes à proprement parler, c'est un jeu de rôle, mais les cartes du jeu original, les loups-garous de Tierce-Lieu, ont des illustrations absolument exceptionnelles. Et la partie de loup-garou dans la bande dessinée est extrêmement importante, puisque c'est une mise en abîme en fait de tout le reste de l'histoire, dans la mesure où les rôles des personnages dans la partie sont exactement les rôles des personnages dans le reste de l'histoire. Par exemple, Lucie et loup-garou, donc c'est un symbole de sa découverte, de son désir et une manifestation de son sentiment d'altérité. Mona, c'est la voyante, donc c'est celle qui arrive à voir à travers la façade humaine de Lucie. Capucine dans la partie, c'est la petite fille, qui est littéralement son rôle dans la bande dessinée, c'est-à-dire qu'elle représente l'enfance, c'est un personnage assez puéril, mais étonnamment sans jugement vis-à-vis de Lucie, puisque c'est elle qui la voit sortir toutes les nuits et retrouver Mona, et qui donc connaît entre guillemets sa nature de loup-garou. Il y a également un autre personnage un peu plus secondaire qui s'appelle Axel, qui est un garçon qui est dans la partie de loup-garou, le chasseur, qui est vécu par Lucie comme une sorte de rival pour l'attention de Mona.
La figure du loup-garou, elle apparaît effectivement pour la première fois pendant la partie du jeu de rôle des loups-garous. C'est une figure qui clairement marque l'imaginaire de Lucie, puisque par la suite, elle raconte à Mona une histoire de son invention sur un loup qui vit comme un homme parmi les hommes dans un village, sans se laisser aller à sa nature de loup et sans partir dans la forêt à l'appel des autres loups. Et tout ce qu'il sait des loups, c'est ce qu'en disent les hommes autour de lui. Et donc cette histoire, c'est une sorte de métaphore d'être dans le placard, en fait, tout simplement, puisque Lucie n'a que cette figure-là comme support identificatoire, on va dire, de ce qu'elle vit comme sa propre altérité, puisqu'elle ne connaît personne d'autre hein, qui est gay ou queer ou trans. Et la figure prend de plus en plus de place dans l'histoire parce que au contact de Mona, Lucie se découvre un désir lesbien. Pour elle, c'est aussi elle a une peur que ce soit une forme de prédation de sa part, ce désir qu'elle a pour Mona. Donc la figure du loup-garou, dans l'horreur en général, ça a déjà été utilisé pour parler d'adolescence. C'est une trope assez classique du personnage adolescent qui cache qu'il est un loup-garou, un peu à la Teen Wolf, tout ça. Mais là, c'était spécifiquement sur un personnage féminin, je trouvais ça intéressant et important. Donc oui, effectivement, le loup-garou, c'est l'apparition des caractères sexuels secondaires, ce genre de choses-là. Mais spécifiquement dans le cas de Lucie, qui est lesbienne, il y a un moment dans la bande dessinée où elle fait une recherche sur Google du mot lesbienne, tout simplement parce qu'elle se pose des questions. Et la première chose qui sort, c'est de la pornographie. Je pense que c'est une expérience assez commune pour les lesbiennes ou les femmes bisexuelles, de se rendre compte très tôt, d'avoir cette expérience assez traumatique, de se rendre compte de l'hypersexualisation du lesbianisme, et d'une version fantasmée hein, du lesbianisme par les hommes hétérosexuels majoritairement. Donc il y a un sentiment voilà, un peu de dépossession de son propre désir et une assimilation à un regard misogyne et dégradant, on va dire. Et donc la figure du loup-garou pour Lucie, c'est à la fois un animal qui est très beau, très puissant, mais qui fait très peur dans les contes, les histoires pour enfants, etc. Il y a une réconciliation évidemment avec cette partie d'elle-même à la fin de l'histoire. L'idée c'était d'aller dans la psyché de Lucie assez profondément, sans passer par le biais du dialogue, parce que ça peut être assez rébarbatif en fait. Un des principes de base d'écriture de scénario, ça va être show, don't tell. L'idée c'était que par ces incursions oniriques, donc des moments de parfois une seule page ou deux de rêve de Lucie, qu'on comprenne la progression psychique qu'elle est en train de vivre au contact de Mona, c'est-à-dire un mélange de libération, de désir et en même temps d'angoisse. Donc il y a plusieurs pages qui témoignent de cette progression. Et ça répond toujours à ce qui s'est passé dans la journée ou dans la nuit précédente. Donc l'apparition du tarot, puis l'apparition du loup-garou. Quand on écrit une bande dessinée, on a toujours, ou un livre ou quoi que ce soit, on a toujours un peu un public idéal en tête, enfin un lecteur idéal on va dire. Moi effectivement j'aimerais bien que ce soit un bouquin qui se retrouve dans les mains de personnes en questionnement, ou de personnes qui sont arrivées au bout de ces questionnements et qui simplement sont touchées par le fait de retrouver certaines des expériences qu'ils ont pu vivre. Après on va dire que c'est un entre-deux parce qu'il y a aussi la question de la précocité et de la maturité qui est à l'œuvre dans la bande dessinée. Il y a aussi la question du deuil qui est posée, la peur de grandir. Lucie et Mona ont un peu perpétuellement des conversations où les deux ne s'entendent pas mais sans savoir exactement pourquoi, c'est-à-dire que par exemple Lucie a peur de vieillir ou grandir et que les choses soient encore plus difficiles qu'elles ne le sont déjà pour elle, alors que Mona, qui a vécu la perte de quelqu'un jeune, n'est pas d'accord avec ça du tout et pense que c'est un privilège de pouvoir
vieillir. Lucie trouve que la maison pas finie est vraiment très belle, alors qu'à l'inverse, Mona, elle la trouve terriblement triste pour la même raison, parce qu'il y a ce non-dit entre elles sur le deuil de la mère de Mona. Mais évidemment que moi j'espère que un public le plus large possible puisse s'identifier à ces personnages, puisque ce sont des questions assez universelles, hein, la découverte du désir à l'adolescence, le deuil, le rapport à l'autre. C'est une BD lesbienne, mais c'est une BD qui peut être c'est une BD lesbienne dans la mesure où il y a une protagoniste lesbienne et qu'elle est écrite par une autrice lesbienne, mais évidemment que les lecteurs peuvent être n'importe qui, et j'espère apprécier l'histoire. Ah là là, en fait c'est marrant parce que moi quand je joue au loup-garou je préfère être MJ. Voilà, ça c'est mon côté, j'ai besoin de tenir la narration. Un projet où ce serait moi exclusivement au scénario et pas au dessin, avec une grande amie à moi avec qui j'ai fait mes études d'art, qui sera pour un public adulte cette fois dans un style très différent, qui se passe dans un petit village de montagne. Ce sont des retrouvailles entre deux femmes quinquagénaires, une qui est partie et l'autre qui est restée. Et donc c'est une histoire un peu de secret de famille et de mauvais timing, d'actes manqués on va dire. Et j'ai un deuxième projet qui sera pour plus tard je pense, où je serai et au scénario et au dessin, sur un recueil d'histoires courtes qui se passent toutes dans le même royaume on va dire. C'est un univers un peu fantasy, médiéval, mais avec des inspirations mythes grecs aussi. Et donc ce seront des histoires courtes sur des personnes qui habitent à différents endroits de ce royaume et qui s'imbriquent les unes avec les autres pour donner une image plus complète de quel est cet univers et quelles en sont les possibilités et les contraintes. Alors le personnage de Walid, pareil c'est un personnage un peu plus secondaire mais assez important quand même parce que il a un rôle d'encadrant quoi. Et au début on a un peu l'impression que voilà c'est tout ce qu'il est quoi, un peu un moniteur nonchalant, pas extrêmement investi, mais c'est le seul adulte présent en fait. Et donc c'est la personne vers qui Lucie va se tourner quand elle a des questionnements sur ce que c'est que de grandir tout simplement, et lui ne sait pas du tout répondre à cette question-là, ou du moins de manière assez maladroite. Il lui dit bon bah la vie je sais pas ça continue quoi tout simplement. Je trouvais que, comment dire, ce passage était un passage important parce que j'ai l'impression que l'adolescence on y est tous passés, mais quand on n'y est plus ça devient très difficile d'en parler. C'est-à-dire que si un adolescent venait me poser la même question que Lucie posait à Walid dans cette BD, je sais pas si je pourrais répondre mieux que ça. Alors même qu'on a tous eu cette expérience-là, mais oui, c'est le genre d'expérience où, une fois qu'on n'est plus dedans, c'est très difficile de dire des choses profondes ou encourageantes à des gens qui sont dans cette situation-là. Et puis, Walid, c'est c'est un peu la figure de la colo en général. Et la colo comme lieu de la narration, c'est quelque chose d'assez important parce que c'est un moment très court, c'est un petit microcosme, et en même temps c'est un moment où les choses se font très vite, c'est-à-dire que tous les ados qui sont déjà allés en colonie de vacances, il y a des amitiés qui se font et qui se défont, il y a des histoires d'amour qui se créent, il y a beaucoup de choses, les choses se font très vite et de manière très intense en colonie de vacances, et après les gens s'en vont, repartent de là où ils sont venus, et parfois il n'y a plus de lien après ça. Et c'est une question qui peut se poser sur la fin de la bande dessinée, c'est-à-dire est-ce que Lucie et Mona vont se retrouver après? Aucune idée. Et par ailleurs, est-ce que c'est important? Je sais pas, parce que le moment lui-même a eu lieu et le changement de regard s'est opéré chez Lucie. Donc le retour qu'elle fait, c'est un retour qui peut pas être exactement un point de départ, puisqu'en réalité elle rentre mais sa vision du monde est changée.